Après 8 mois passés à dormir dans ma voiture, harcelé par les SMS de mon père m'intimant de rentrer et m'excuser, une femme en bleu marine frappe à ma porte. Elle révèle que ma grand-mère l'a engagée il y a 10 ans. Elle me tend un petit coffret, à ouvrir seule. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Rousseau. J'ai 34 ans. Mes parents ont dit à tous mes employeurs que j'avais un casier judiciaire. J'ai passé 8 mois à dormir dans ma voiture pendant que mon père continuait de m'envoyer des SMS pour me dire « Rentre à la maison, excuse-toi, et peut-être que j'arrêterai ». Et puis, un mardi pluvieux, une femme vêtue d'un manteau bleu marine a frappé à la porte de ma chambre de motel et m'a dit que ma grand-mère se préparait à ce moment précis depuis 10 ans. La chambre de motel sentait l'eau de Javel, la moquette mouillée et ce genre de climatisation qui ne s'arrête jamais vraiment de bourdonner, même quand elle le devrait. J'étais assise sur le bord du lit, mangeant des biscuits secs directement dans leur paquet parce que j'essayais de faire durer mes 12 derniers euros jusqu'à vendredi. Mes chaussures étaient encore humides à cause de l'orage à l'extérieur. Mon téléphone était posé à l'envers sur la table parce que je savais déjà ce qui s'afficherait sur l'écran. Papa, toujours papa, pas des appels, des SMS. Il aimait les SMS parce que, relus plus tard, ils avaient l'air plus calmes. Ce matin-là, il en avait envoyé 3. Tu te rends la vie difficile. Rentre à la maison et excuse-toi. Peut-être qu'alors je dirai la vérité aux gens. La vérité. C'était son mot préféré pour désigner un mensonge qu'il répétait assez souvent pour qu'il sonne comme un fait. Ce qu'il racontait aux gens, c'était que j'avais un casier judiciaire, un lourd passé, que j'avais volé la famille, attiré des ennuis et que j'étais trop instable pour qu'on me confie de l'argent, des clients ou du personnel. Il ne le disait jamais 2 fois de la même manière. Il était trop malin pour ça. Il en disait juste assez pour empoisonner l'atmosphère, puis partait avant que les questions ne deviennent trop précises. Je le sais, car je l'ai vu faire. Le premier emploi que j'ai perdu était dans un cabinet dentaire. J'y étais depuis 3 semaines, à l'accueil. Rien de très prestigieux, mais des horaires stables, une mutuelle après la période d'essai, et une responsable nommée Pauline, qui m'appréciait assez pour commencer à m'apprendre les codes de facturation. Puis, un après-midi, elle m'a convoqué dans son bureau, incapable de me regarder dans les yeux. « Claire » a-t-elle dit, « quelqu'un a appelé pour nous faire part de certaines inquiétudes. » Je le savais déjà. Ça se voit à la façon dont les gens changent d'attitude quand ils s'apprêtent à détruire votre vie poliment. Quel genre d'inquiétude ? Elle a hésité. Ils ont dit qu'il y avait peut-être eu des problèmes avec la justice dans votre passé. J'ai littéralement ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que, l'espace d'une seconde, ça m'a semblé trop ridicule pour être vrai. Ce n'est pas le cas. Je comprends, a-t-elle répondu en croisant les mains. Mais jusqu'à ce que cette affaire soit tirée au clair, je ne pense pas que vous ayez votre place ici. Ce fut le début. Après ça, ça a continué. Une librairie, une boulangerie, une agence immobilière, un poste d'assistante de paix que je pensais enfin avoir décroché jusqu'à ce que le recruteur cesse de répondre à mes emails 2 jours après m'avoir demandé de confirmer ma date de début. Parfois, j'étais renvoyé au bout d'une semaine. Parfois, l'offre s'évaporait avant même le premier jour. Parfois, je le sentais arriver en temps réel, le sourire qui se fige, le silence au téléphone, le soudain, nous avons décidé de nous orienter vers un autre profil. Au début, j'ai cru que c'était de la malchance. Puis mon père m'a envoyé un SMS un soir à 23h17, « Tu peux continuer à faire semblant de ne pas avoir besoin de nous, mais personne n'embauche les problèmes éternellement. » J'ai fixé ce message si longtemps que l'écran de mon téléphone s'est mis en veille. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne m'en doutais pas, je le savais. J'ai appelé ma mère le lendemain parce qu'une part idiote de moi croyait encore qu'elle pourrait être la porte de sortie de cette famille. Elle a décroché à la 4e sonnerie, l'air déjà fatigué. « Maman » ai-je dit. « Est-ce que papa contacte mes employeurs ?» Silence. Puis cette douce expiration qu'elle utilisait chaque fois qu'elle s'apprêtait à déguiser la cruauté en quelque chose de presque raisonnable. « Claire, ton père est blessé. Blessé au point de dire aux gens que je suis une criminelle. Tu sais bien qu'il ne le pense pas comme ça. Comment le pense-t-il alors ? » Nouveau silence. C'était le plus grand talent de ma mère, elle pouvait rendre la vérité inconvenante simplement en refusant de l'affronter. Finalement, elle a lâché, « Si seulement tu rentrais à la maison et arrêtais d'être têtu, tout cela pourrait se calmer. » C'était donc ça.
Le prix à payer. Pas de justice, pas d'explication, la soumission. Parce que tout ça n'avait jamais vraiment commencé avec mes emplois. Ça avait commencé 6 mois plus tôt, le soir où j'avais refusé de mentir pour ma sœur. Ma jeune sœur, Émilie, avait toujours été l'enfant chéri. Jolie, charmante, éternellement pardonnée. Le genre de femme capable de ravager une pièce et de voir tout le monde lui demander si elle allait bien. Elle avait emprunté de l'argent à des proches, menti sur ses factures, sauté d'un nouveau départ à un autre, et réussissait toujours à se faire décrire comme sensible, dépassée, incomprise. Puis elle s'est fait prendre en train de voler de l'argent dans la caisse de la quincaillerie de mon père. J'ai vu les choses se produire. Pas d'un coup, mais par morceaux. Des trous dans la caisse, des inventaires qui ne collaient pas. Puis, un soir, je suis retourné dans le bureau après avoir verrouillé l'entrée latérale et j'ai vu Émilie fourrer des billets de 20 € dans son sac à main tandis que mon père se tenait là, la regardant comme un homme en train de décider laquelle de ses filles lui était la plus utile. Il a choisi vite. « Ferme la porte », m'a-t-il dit. Je me souviens du bourdonnement du néon au plafond. Émilie s'est mise à pleurer instantanément. Mon père construisait déjà son histoire, elle a fait une erreur. J'ai répondu, elle vole. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, non, elle couvrait une urgence personnelle. Et si quelqu'un demande, tu as fait une erreur de comptabilité la semaine dernière qui explique l'écart. J'ai littéralement fait un pas en arrière. Tu veux que je prenne le blâme? Le visage de mon père s'est durci. Je veux que cette famille soit protégée. Émilie ne me regardait même pas. Ce fut la nuit où tout s'est brisé. J'ai dit non. Un non simple. Calme. Définitif. À la fin de la semaine, j'étais viré du magasin. À la fin du mois, mon père disait à nos proches que j'étais devenu peu fiable, puis difficile, puis instable. Et quelque part en cours de route, le mot « instable » s'est transformé en « problème avec la justice », parce que cette version effrayait les employeurs bien plus vite. Quand je n'ai plus pu garder un emploi, j'ai perdu mon appartement. Quand j'ai perdu mon appartement, j'ai dormi dans ma voiture. 8 mois de parking, de relais routiers, de douches de salle de sport bon marché, à essayer de paraître normal lors des entretiens alors que tout votre corps ressemble à un énorme bleu. 2 semaines avant le motel, je me suis réveillé avec de la condensation à l'intérieur du pare-brise et j'ai pleuré parce que j'avais rêvé que j'étais de retour dans un vrai lit. Et l'espace d'une seconde après mon réveil, j'y avais cru. Puis on a frappé à la porte du motel. 3 petits coups discrets. J'ai cru que c'était la direction. Au lieu de cela, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé une femme en manteau bleu marine tenant un porte-documents en cuir et un petit coffret noir fermé à clé. Elle devait avoir la cinquantaine, un regard assuré, de l'appui sur les épaules, et le genre de visage qui ne gaspille aucune expression. Claire Rousseau. Oui. Je m'appelle Judith Delorme, a-t-elle dit. Votre grand-mère m'a engagé il y a 10 ans au cas où cela arriverait. Je l'ai juste dévisagé. Ma grand-mère, Éléonore, était en EHPAD depuis près d'1 an et demi. Mes parents contrôlaient ses visites. Je n'avais pas été autorisé à l'approcher depuis des mois. Judith a légèrement soulevé le coffret. Elle m'a dit que si votre père essayait un jour de vous enterrer vivante, je devais vous trouver, vous remettre ceci, et vous dire de l'ouvrir seul. Je ne l'ai pas invitée à entrer tout de suite. Non pas parce que je pensais qu'elle mentait, mais parce que lorsqu'on passe 8 mois à être traqué par des chuchotements et des coups de fil, le corps oublie comment faire confiance à tout ce qui se présente poliment. Judith a semblé le comprendre. Elle s'est tenue sous l'auvent du motel, la pluie cliquetant derrière elle, et a tenu le coffret comme s'il s'agissait d'une preuve juridique, et non d'un accessoire de théâtre. Elle m'a dit que vous hésiteriez, a-t-elle ajouté. Ma grand-mère vous a dit ça? Elle m'a dit que votre premier instinct serait la prudence. Elle a dit que c'était l'une des rares choses que votre père vous avait données et qui pourrait réellement vous sauver la vie. Ça ressemblait bien à mamie. Tranchante, même en son absence. Je me suis poussé et je l'ai laissé entrer. La pièce a soudain semblé encore plus petite avec une autre personne à l'intérieur. Elle ne s'est pas assise avant que je ne le fasse. Une autre chose que j'ai remarqué, les gens qui veulent vous contrôler s'approprient généralement les meubles en premier. Elle a posé le coffret sur la table entre nous et a ouvert son porte-documents en cuir. À l'intérieur se trouvaient des copies de lettres, de vieilles cartes de visite et un bloc-notes jaune avec des dates écrites à l'encre noire bien soignées.
Je suis détective privé, m'a-t-elle dit. Votre grand-mère m'a engagé il y a 10 ans, après que votre père a essayé de faire pression sur elle pour qu'elle modifie les documents de sa succession. Je l'ai fixé. Ma grand-mère a engagé une enquêtrice à cause de mon père? Elle m'a engagé parce qu'elle avait un fils qui confondait le pouvoir et la possession, et une petite fille dont elle pensait qu'elle aurait un jour plus besoin de preuves que de réconfort. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Judith a fait glisser le premier document vers moi. C'était une copie d'un contrat de mandat, avec la signature de ma grand-mère en bas. Éléonore Rousseau. Forte, délibérée, ni confuse ni affaiblie. C'était bien la sienne. Mes parents avaient dit à tout le monde qu'elle n'avait plus toute sa tête. Judith m'a jeté un regard neutre. Cette histoire leur est devenue utile bien après la date de cette signature. J'ai regardé à nouveau le coffret. Qu'y a-t-il dedans? Votre grand-mère ne me l'a jamais dit. Elle a seulement précisé que c'était pour vous et que si jamais je devais vous le remettre, je devais d'abord confirmer si votre père avait commencé à vous isoler professionnellement. Ma gorge s'est asséchée. Vous étiez au courant pour ça? Elle a ouvert le bloc-notes jaune et l'a tourné vers moi. Il y avait des noms, des employeurs, des dates, des notes. Appel passé depuis la ligne du bureau de la quincaillerie Rousseau. Motif, mise en garde aux recruteurs. Problème judiciaire. Deuxième appel depuis un portable personnel. À ne pas laisser près d'une caisse. Message à l'agence de location d'appartements. Risque d'expulsion antécédent de fraude familiale. Pendant une seconde, je n'ai plus pu respirer correctement. Parce que la misère est une chose, mais le sabotage documenté en est une autre. La douleur, on peut y survivre. L'épreuve, ça vous retourne l'âme. J'ai retracé 6 appels directs, a expliqué Judith. Et 3 autres indirects via des proches ou des contacts professionnels. Assez pour établir un schéma récurrent. Mon père a fait tout ça. Lui, et dans 2 cas, votre mère. Celle-là a fait encore plus mal. Pas parce que je croyais ma mère innocente, mais parce qu'une part enfantine de moi espérait encore qu'elle se serait contentée du silence. Judith a fait glisser une dernière feuille, la capture d'écran imprimée d'un SMS envoyé par mon père à un type nommé Richard Danton. Si elle postule là-bas, dis-leur qu'il y a des soupçons de vol. Elle est instable et rancunière. Ne mentionne pas mon nom. J'ai fixé le texte jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis j'ai demandé, pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé plus tôt? Je vous avais trouvé, a-t-elle répondu doucement. 2 fois. J'ai relevé la tête. Votre père changeait vos adresses plus vite que l'administration ne se mettait à jour. Ensuite, vous avez complètement quitté le système de logement classique. La santé de votre grand-mère a décliné à la même période. Je vous ai suivi à la trace aussi longtemps que j'ai pu, mais une fois que vous étiez dans votre voiture, vous êtes devenu plus difficile à localiser. Quelque chose en moi s'est adouci à cet instant. Pas parce que la situation s'améliorait, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un dans cette histoire avait vraiment essayé de me retrouver pour mon propre bien. Judith a tapoté légèrement le coffret. Elle m'a dit qu'il arriverait un moment où des excuses ne suffiraient plus et où des preuves seraient nécessaires. Elle croyait au bon timing. J'ai laissé échapper un petit rire d'épuisement. Ça aussi, ça lui ressemble. La clé était scotchée sous la boîte. Évidemment. Mamie n'a jamais fait confiance aux cachettes évidentes. Je l'ai décollé avec des doigts devenus soudainement maladroits et l'ai glissé dans la minuscule serrure. Le couvercle s'est ouvert avec un léger cliquetis métallique. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée, 2 chèques de banque, un petit trousseau de clés avec une étiquette en laiton, et une enveloppe scellée avec l'écriture de ma grand-mère. Claire, lis ceci en premier, puis fais revenir Judith. J'ai regardé l'enquêtrice. Elle s'est levée immédiatement. Je serai dehors. Quand la porte s'est refermée derrière elle, le silence s'est fait si pesant dans la pièce que j'entendais le cliquetis de la climatisation. J'ai déplié la lettre de mamie. La première ligne m'a fait pleurer avant même d'atteindre la seconde. Si tu lis ceci, c'est que ton père a fini par faire ce que j'ai toujours redouté. Il a essayé de faire passer ta survie pour de la culpabilité. J'ai essuyé mon visage et continué ma lecture. Mamie écrivait qu'elle avait vu mon père choisir Émilie au détriment de la vérité pendant des années, parce qu'Émilie nourrissait son besoin d'être indispensable, tandis que je le menaçais à chaque fois que je refusais de mentir pour lui.
Elle écrivait que ma mère ne l'arrêterait jamais, car son confort avait toujours compté plus que son courage. Elle précisait que s'il montait un jour le monde contre moi, je ne devais en aucun cas supplier pour revenir à la maison. Puis vint la partie qui a tout changé. 10 ans plus tôt, après que mon père a essayé de faire pression sur elle pour l'héritage, mamie avait ouvert un compte séparé, acheté une petite maison de campagne dans un autre département via un montage juridique, et placé les instructions d'accès dans cette boîte. Au cas où j'aurais un jour besoin de disparaître pour lui échapper, sans pour autant me perdre moi-même. Les clés en laiton étaient celles de la chaumière. Les chèques de banque étaient suffisants pour m'y installer et me permettre de respirer le temps de me remettre sur pied. Quant à la deuxième enveloppe scellée, elle précisait qu'elle était destinée à mon père. Mais seulement après que j'ai décidé si je voulais me sauver discrètement, ou m'assurer qu'il ne puisse plus jamais me faire ça. Je suis resté assise là une bonne minute, la lettre de mamie entre les mains, le bourdonnement du motel autour de moi, en réalisant que l'on m'avait donné bien plus que de l'argent. Pas un sauvetage, mais des preuves. Quand Judith est revenue, je lui ai tendu la lettre à 2 mains, car les miennes avaient recommencé à trembler. Il y a une deuxième enveloppe pour mon père, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête. Alors vous avez atteint le stade où vous devez décider si vous voulez de la distance ou des conséquences. J'ai regardé le petit coffret noir, les clés, les chèques de banque, et ces 10 années de préparation de ma grand-mère pour contrer exactement le genre de cruauté que mon père avait finalement choisi. Puis j'ai dit, je veux qu'il arrête. Judith n'a pas souri. Elle a simplement rouvert son porte-document et en a sorti un dernier document que je n'avais pas encore vu. Les coordonnées d'un avocat. Maître Henri Beaumont, spécialisé en droit des aînés et litiges civils. Il a déjà une copie du dossier, a-t-elle dit. Votre grand-mère ne croyait pas au plan sans filet de sécurité. Ça m'a fait rire à travers mes larmes. Évidemment que non. Le lendemain midi, j'étais assise dans le bureau de Maître Beaumont avec tout le dossier étalé sur la table. Les SMS de mon père, les appels retracés, les dates, les notes des employeurs, le message où il demandait à quelqu'un de mettre en garde une entreprise sur mes soupçons de vol. Mon propre téléphone s'est allumé 2 fois pendant qu'Henri lisait. Papa, puis maman. J'ai mis les deux en sourdine. Maître Beaumont a terminé la dernière page, a croisé les mains et a déclaré « Votre père n'a pas seulement essayé de vous contrôler. Il a interféré avec votre emploi, votre logement et votre réputation par le biais de déclarations sciemment fausses. Et ce SMS, il a tapoté la capture d'écran, rentre, excuse-toi et peut-être que j'arrêterai, transforme la cruauté familiale en chantage. Pouvez-vous l'arrêter ?» Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Oui. Ce mot m'a presque brisé. Parce que, pendant des mois, ma vie avait ressemblé à un couloir sans porte de sortie. Chaque entretien, chaque faux sourire, chaque travail perdu, chaque nuit dans ma voiture m'avait conditionné à penser que la survie était la seule chose que j'avais le droit de demander. Maintenant, soudain, il y avait une autre option. L'après-midi même, Maître Beaumont avait envoyé une mise en demeure à mon père et à ma mère. Pas d'émotion, que de la précision. Cessation immédiate de tout contact diffamatoire, conservation de tous les relevés téléphoniques professionnels et personnels, lettre de rectification officielle à chaque employeur ou propriétaire qu'ils avaient contacté, et avis de poursuite civile potentielle s'ils continuaient. Il a également envoyé une notification séparée à l'expert comptable externe de la quincaillerie Rousseau, demandant la conservation des dossiers liés aux écarts de caisse initiaux qui avaient déclenché toute l'affaire avec Émilie. Cette partie était une suggestion de Judith. Les menteurs deviennent négligents lorsqu'ils doivent protéger plus d'un mensonge à la fois, avait-elle dit. Elle avait raison. Mon père a appelé 14 fois ce soir-là. J'ai laissé tous les appels aller sur le répondeur. Le 10e a été le bon. Il était assez furieux pour en oublier toute prudence. Petite idiote ingrate. A-t-il craché. Après tout ce qu'on a fait pour nettoyer tes dégâts, tu me menaces. J'ai passé quelques coups de fil pour t'empêcher de faire davantage honte à cette famille, c'est tout. Si tu veux tellement un travail, rentre à la maison et comporte-toi correctement. J'ai sauvegardé ce message vocal. Puis j'ai fait marche arrière pour sortir ma voiture du parking du motel toute ma vie à ce moment-là et j'ai suivi Judith jusqu'à la petite maison que ma grand-mère avait achetée des années plus tôt. C'était petit, façade blanche, volets verts, une chaise sur le porche et une deuxième pliée contre le mur. Rien de luxueux, rien de spectaculaire, mais c'était à moi. Du moins, suffisamment à moi pour que,
lorsque je suis entré et que j'ai vu des draps propres, un garde-manger rempli et un petit mot manuscrit de mamie glissé près de la lampe, je sens que cette maison était différente. Une maison n'a pas la même aura quand personne à l'intérieur n'attend d'utiliser vos faiblesses contre vous. J'ai dû m'asseoir sur le bord du lit pour pleurer, le visage enfoui dans mes mains. 3 jours plus tard, Judith m'a emmené voir mamie. C'était la partie que je m'étais empêché d'imaginer trop intensément. Elle était plus maigre que dans mes souvenirs, plus petite aussi. Mais ses yeux étaient clairs, et quand elle m'a vu dans le jardin d'hiver de la résidence, elle n'a pas eu l'air confuse. Elle a eu l'air soulagée. « Eh bien, a-t-elle dit, tu as trouvé la boîte. » Je me suis agenouillé près de son fauteuil et j'ai pris ses mains dans les miennes. Pendant une seconde, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, tu savais. Elle a serré mes doigts. Je savais que ton père pardonnerait le vol avant de pardonner à un témoin. Cette phrase m'a frappé si fort que j'ai dû détourner le regard. Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt, ai-je murmuré. Tu es là, a-t-elle répondu. C'est suffisant. Ça ne l'était pas vraiment. Je voulais récupérer ces années, avoir une autre famille, une vie qui n'aurait pas été traînée de parking en chambre de motel juste parce que j'avais refusé de mentir pour Émilie. Mais, assise là, la main de ma grand-mère sur la mienne, j'ai compris une chose simple et brutale. Il y a des amours qui vous sauvent tôt. D'autres qui vous sauvent tard. Les deux comptent. Mon père est arrivé à la résidence 2 jours plus tard. Ce n'était pas un hasard. La lettre de l'avocat l'avait atteint. Le message vocal l'avait probablement embarrassé après coup. La lettre à l'expert comptable l'avait effrayé. Et quelque part au milieu de toute cette panique, il a appris que j'avais vu mamie, alors il a débarqué dans le hall comme si hurler signifiait toujours avoir le pouvoir. J'étais là avec Judith. Il l'a à peine regardé. « Tu essaies de détruire cette famille » a-t-il exigé. Je me suis levé. « Non » ai-je répondu. « C'est toi qui l'as fait quand tu as choisi Émilie et que tu as appelé ça de la protection. » Il m'a pointé du doigt au beau milieu du hall. « Tu étais censé encaisser le coup et passer à autre chose. C'est ce que font les bonnes filles. » À côté de moi, Judith s'est figée. Moi aussi. Parce qu'une fois que la vérité est dite à voix haute, il n'y a presque plus rien à débattre. La réceptionniste l'a entendu. Une infirmière l'a entendu. Et derrière nous, depuis l'entrée du couloir menant au jardin, ma grand-mère l'a entendu aussi. Sa voix, quand elle a résonné, était vieille mais assez tranchante pour couper du verre. Daniel. Mon père s'est retourné. Mamie se tenait debout, une main sur son déambulateur, avec un regard meurtrier. Sors d'ici. Il l'a fixé. Elle a levé le menton. Tu as menti sur l'une de tes petites filles pour protéger l'autre, et maintenant tu viens hurler ici? Sors, avant que je ne laisse tout le bâtiment entendre quel genre de fils tu es. Je n'avais jamais vu mon père avoir l'air aussi minuscule. C'était la première fois. Il est parti sans ajouter un mot. Tout s'est effondré après ça. L'audit de l'expert comptable a révélé ce que j'avais toujours su, Émilie volait dans la caisse du magasin depuis plus d'1 an. De petites sommes, régulièrement. Mon père avait couvert les trous, trafiqué les registres et m'avait utilisé comme bouc émissaire quand les choses ont commencé à mal tourner. Une fois la demande de conservation des preuves de Maître Beaumont reçue, l'associé de mon père a épluché les comptes beaucoup plus en profondeur que ce à quoi il s'attendait. Émilie a disparu en l'espace d'1 semaine. Mon père a été poussé vers la sortie 2 semaines plus tard. Pas de scandale public, pas d'arrestation digne d'un film, juste ce genre de disgrâce administrative qui salit un homme plus durablement que n'importe quel éclat de voix. Son associé a racheté ses parts à perte. Et l'histoire s'est répandue exactement de la même manière qu'il avait répandu la mienne. Discrètement, localement, et avec suffisamment de vérité rattachée pour que personne ne puisse le sauver en y mettant les formes. Ma mère a essayé de faire passer ça pour un malentendu. Personne ne l'a écouté. Quant à moi, l'un des employeurs que l'avocat avait rappelé à l'ordre, l'agence immobilière, m'a appelé pour me demander si j'accepterais de repasser un entretien. Pauline, du cabinet dentaire, m'a envoyé un email d'excuses si sincère que j'ai pleuré en le lisant. J'ai accepté le poste à l'agence immobilière. Des horaires réguliers, un bureau propre, et un salaire à mon nom que plus personne ne pourrait contaminer sans en subir les conséquences. Mamie a vécu encore 7 mois.
Assez longtemps pour s'asseoir avec moi sur le porche de la chaumière à 2 reprises. Assez longtemps pour me dire que je n'avais jamais été quelqu'un de difficile, mais simplement quelqu'un de dérangeant pour des gens qui avaient besoin que je sois impuissante. Assez longtemps pour me voir redormir dans un vrai lit, retourner travailler, acheter des courses sans compter mes centimes d'abord. Quand elle est morte, j'ai eu mal de la manière la plus pure dont le deuil puisse frapper, sans aucune confusion. Elle m'a légué la maison dans sa totalité. Pas de piège, pas de conditions cachées, juste un mot dans sa dernière lettre qui disait « Je ne t'ai pas gardé ça parce que je te pensais faible. Je l'ai gardé parce que je savais qu'un jour, tu choisirais la vérité, et que la vérité coûte cher dans la mauvaise famille. » Mon père m'a envoyé un seul message après la tempête. « J'espère que tu es heureuse maintenant. » Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai bloqué son numéro, car le bonheur n'était pas le mot juste pour décrire ce que je ressentais. C'était quelque chose de plus solide. Un lit qui était à moi, un travail qui était à moi, une porte d'entrée que personne ne pouvait utiliser contre moi, et la certitude que lorsque mon père avait essayé de transformer ma survie en culpabilité, ma grand-mère m'avait déjà construit une issue, et un chemin pour me retrouver.